vous êtes sur C24+, bienvenue à l'édition du journal de ce soir. Tout de suite les titres. Le deuxième vice-président de la CENI, ce mardi, a répondu aux attaques de l'ancien président de la CENI lors d'une mise au point au siège de la dite institution. Les ministres de la fonction publique et des finances ont signé les arrêtés d'agrément provisoire des cadres et structures organiques de la République démocratique du Congo lundi dernier. Et enfin, l'invité du journal de ce soir est le directeur pays de l'ONG Enfants à venir, Maître Pierre Bibombe, qui aborde dans un entretien exclusif avec Henri Guindou la problématique de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, faisant ainsi suite à sa mission de consultation des autorités diplomatiques et partenaires dans la capitale congolaise. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, a réagi aux allégations de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui, selon lui, a manqué d'éthique en jetant le discrédit sur la CENI. Ceci dans une mise au point au siège de la CENI ce mardi 14 mars. Suivez. Du point de vue légal, avec des critères objectifs qui garantissent la transparence, ce qui n'a pas été le cas de l'auteur de la déclaration dont la désignation a été faite dans un contexte d'opacité totale, sans confrontation ni débat. En d'autres termes, l'auteur de la déclaration dont question n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être les meilleurs et donneurs de leçons. Nous savons tous comment ce monsieur a été placé à la tête de la CENI. Il n'a jamais été question d'une quelconque compétition comme ça a été le cas pour le président Denis Kadima, qui avait en face de lui des compétiteurs. On nous a parlé que ce monsieur a un profil, a un CV, mais où est ce CV? Moi, j'en doute. La ministre du Genre, Famille et Enfants a assisté à la 67e session de la Commission de conditions de la femme qui se tient du 6 au 17 mars au siège de l'ONU à New York pour des discussions autour du thème innovation et évolution technologique et éducation à l'ère du numérique aux fins de la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Commentaire avec Karine Kabangou. Il s'agit d'une rencontre qui réunit au siège de l'ONU à New York des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales de toutes les régions du monde pour discuter sur le thème innovation, évolution technologique et éducation à l'ère du numérique aux fins de la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Présente à ces assises, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, a plaidé pour la promotion et l'autonomisation des femmes et filles congolaises au moyen de la digitalisation. Elle a aussi attesté que la RDC, à travers le numérique, souhaite pousser les femmes à une meilleure performance économique et à un renforcement de capacités pour lutter contre la pauvreté dans un climat de paix et de sérénité. Il sied de rappeler que la Commission de la condition de la femme des Nations Unies est le principal organe intergouvernemental dédié exclusivement à la promotion de l'égalité de sexe et de l'autonomisation des femmes. Dans le cadre de la réforme administrative, fiscale et douanière, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a signé les arrêtés d'agrément provisoire des cadres et structures organiques de la DGI, DGDA et DGRAD en présence de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Reportage Karine Kabangou.
C'est dans cette optique que le vice-ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre de Finances Nicolas Kazadi ont signé ce lundi le document de réforme fiscale administrative des 3 régies financières, à savoir la Direction générale des impôts, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, et la Direction générale de douane et assises. Les effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte des priorités et des moyens, mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre des Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir se fassent suivant les besoins réels, d'abord, et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toutes les chances à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués, même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a fait savoir que cette passerelle de collaboration entre la vice prémature et la fonction publique vient tracer une voie à suivre. Je suis vraiment heureux de la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, parce que depuis, sur l'essentiel des sujets, nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues, et ça n'arrive pas tous les jours. Fiscaliser tous les coins de la République en vue d'augmenter l'assiette fiscale pour doter le gouvernement des moyens nécessaires passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. Instruite par le président de la République sous la coordination du Premier ministre, cette réforme va servir de boussole pour permettre aux régies financières d'être au rendez-vous des résultats. Autre chose à présent, Christophe Lutunula, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que lors du mini-sommet d'Addis Abeba, il a été confié à l'Angola la charge de notifier les recommandations au M23. Il a déclaré lors de son briefing, on l'écoute. C'est bien, il faut expliquer ça. Premier élément, à Luanda, lorsque nous avons commencé il y a quelques mois, nous avons convenu, quand je dis nous, c'est la RDC, la délégation, conduite par votre serviteur que je suis, sous l'instruction du gouvernement et du chef de l'État, et la délégation rwandaise. Nous avons convenu que, comme le mécanisme de vérification élargie de la CIRGL pose problème à nos amis rwandais qui n'ont jamais accepté un rapport de ce mécanisme-là, même quand ils étaient en conflit ouvert avec le Burundi, on se met d'accord d'avoir un mécanisme ad hoc. Le terme ad hoc là, se réfère surtout au fait que ça n'existe que pour ce conflit ici. Donc le mécanisme pour cela. On a dit, on met en place ce mécanisme ad hoc de vérification des allégations, des accusations de l'un et l'autre État, vice-versa. OK? Et on a dit, on avait convenu avec les Rwandais, on met ce mécanisme, on va le confier à l'Angola. C'est ainsi que l'Angola a désigné un général, Joao, j'oublie encore le nom. Nassone, voilà, pour diriger le mécanisme. Donc, c'est une structure que l'Angola gère. Nous avons désigné un officier général qui est officier de liaison, le Rwanda aussi. Ça, c'est de un. De deux, parce que vous avez parlé de l'Union africaine, je crois le 17 février, on s'est réunis le 16. Et le mini-sommet d'Addis Abeba, État de l'Afrique de l'Est plus le président Lourenço, ce mini-sommet a décidé de confier à l'Angola la charge de notifier chaque fois les recommandations et les décisions
prise par le mini-sommet. Allez dire au M23 pour qu'il n'allègue pas l'ignorance de ce qui a été décidé. Voici ce qui a été décidé et voici les conséquences si vous ne vous exécutez pas. Et le président Lourenço, comme chef d'État de l'Angola, devait travailler avec le président Uhuru. C'est ainsi que vous avez appris que le président Lourenço a reçu une délégation du M23 pour notifier justement ce qui a été décidé à Addis Abeba. Maintenant, le ministre de la Communication vous a dit, rien n'est exécuté. L'Angola, pour autant qu'il prend au sérieux, et c'est sérieux, le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tout le moins en train de s'exécuter. Voilà pourquoi le président Lourenço, après en avoir référé au chef d'État concerné, il a informé le président Kagame, il a informé le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Ruto, je crois la présidente de la Tanzanie a aussi l'information. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène, je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon, hein. Bon, je ne suis pas fort en matière militaire, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer, je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au M23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Une brève dans la province de l'Ituri, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont reçu le coup d'envoi depuis le 16 février dernier. Aujourd'hui, 26 jours après le lancement de ces opérations, on ne compte que 30% de la population iturienne qui s'est fait enrôler. Selon Abdallah Penembaka, notable de cette province, une des causes du retard qu'enregistre la province de l'Ituri sur les opérations d'identification et d'enrôlement est le problème technique. Il craint ainsi la perte du poids politique de l'Ituri si la population n'arrivait pas à s'enrôler massivement faute des problèmes techniques de la Commission électorale nationale indépendante du secrétariat provincial de l'Ituri. Toujours dans la province de l'Ituri, le pont Ituri qui relie le territoire de Beni dans le Nord Kivu à celui de Mambasa dans la province de l'Ituri s'est effondré lundi dernier dans la matinée. C'était un édifice qui permettait d'amener des produits vivriers vers les grands centres de consommation à travers le pays. Ce pont s'était affaissé pendant la traversée d'un grand camion surchargé des marchandises qui quittaient Beni pour Kisangani. Plus de détails dans ce commentaire de Jocelyn Pouy. Des agents de l'État commis au contrôle des tonnages affectés sur place sont soupçonnés de laxisme. Construit en 1935, le pont Ituri présentait déjà des signes alarmants d'effondrement. C'est la raison pour laquelle, en début de l'année 2022, il avait une partielle réhabilitation. À l'issue des travaux, seul le véhicule transportant des bagages d'au moins 15 tonnes était autorisé à y passer. Le service de transport et voies de communication a été chargé de respecter cette mesure qui n'a malheureusement pas été fait, a affirmé Ezekiel Kambale, élu du territoire de Mambasa. Il a redouté par ailleurs que l'effondrement de cet ouvrage handicape les opérations militaires dans cette contrée où le FARDC combat le rebelle ADF. De son côté, l'ONG Convention pour le respect des droits humains craint que l'affaissement de ces ponts provoque la pénurie de denrées alimentaires dans les jours à venir. Encore une brève dans ce journal, l'inspection générale des finances a organisé une session de formation au profit de la gente féminine de cette institution autour du thème national. La cellule de communication de cette institution a rapporté que cette formation a été dispensée par les spécialistes du centre Smart Academy qui se sont axés sur les innovations technologiques et le digital. Selon la chef de brigade des provinces et entités territoriales décentralisées, Rita Mandamuna, la femme de l'IGF ne devrait pas rester en marge du progrès numérique et de l'explosion technologique.
Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. L'observatoire volcanique de la ville de Goma, suite à un mouvement de magma observé du volcan Nyamulagira, exhorte la population de cette ville à vaquer à ses occupations car en cas d'éruption, les larves n'atteindront pas la ville. C'est lors du briefing du lundi dernier que le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a déclaré devant la presse. On l'écoute. L'Observatoire volcanologique de Goma, en charge de la surveillance de volcans de Goma et de l'activité sismique de la région, porte à la connaissance de la population de Goma et des environs qu'à partir des 18h, heure locale, une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à des faibles profondeurs dans les cratères centrales du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides cassures suivis d'une intrusion magmatique dans le champ du volcan en question, signalant que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Toutefois, les produits volcaniques tels que des cendres, des cheveux, de pellets et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Nous recommandons à la population de Goma de garder son calme, de vaquer librement à ses occupations. L'usage concernant les lavages des légumes et la consommation d'eau des citernes doivent être suivis scrupuleusement. Nous recommandons aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga. L'OVG poursuit les observations sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc, pas de panique. Si là va arriver à sortir, ça s'orienterait plutôt vers le parc dans des zones non habitées et pas sur la ville de Goma. Encore une brève dans ce journal. L'Université pédagogique nationale UPN, en partenariat avec Astria Learning, une société américaine spécialiste dans les enseignements à distance, a lancé le lundi dernier à Kinshasa les enseignements en ligne. Cette institution d'enseignement universitaire va ainsi organiser des cours à distance pour le master et le doctorat. Ce jeudi 16 mars, Astria Learning ouvrira la bibliothèque numérique de l'UPN avec plus de 17 000 livres. Rendons-nous dans la ville de Mbuji-Mayi où la voirie urbaine se modernise progressivement depuis un certain moment. 2 projets ont été lancés et la ville compte à ce jour 5 avenues réhabilitées. Certains chantiers attendent encore le bitumage. Suivez ce récit de Marc-Valentin Calcinde. C'est la 5e avenue sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à être totalement réhabilitée et modernisée dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province présidentielle du Kasaï oriental. L'avenue Oleko, communément appelée État-major, est désormais ouverte à la circulation après les travaux de génie civil exécuté par l'entreprise attributaire Safrimex dans le cadre du projet de modernisation de 35 km de voirie dans la capitale mondiale du diamant industriel. Longue de 1 km 164, elle désengorge la circulation en reliant 2 grandes artères de la ville, à savoir l'avenue Kalonji et la nationale numéro 1 appelée communément avenue Inga. Éclairée à l'aide des lampadaires solaires dont du gouvernement central, cette avenue compte parmi celles qui fluidifient le trafic avec le cachet Fachi. Il s'agit des avenues Lumumba, 1 km 470, reliant l'avenue Kalonji à Inga, une partie de l'avenue Fachi, ex-Lusambo, 3 km 700, l'avenue Kassengoulou, 900 mètres, qui relie le boulevard Laurent-Désiré Kabila à l'avenue Lumumba, la boucle Miba, 2 km 500, totalement bétonnée, qui part de l'avenue Inga à l'entrée du camp militaire, toutes ces avenues dans les cadres du projet présidentiel Tshilé-Gelou consistant à réhabiliter 25 km de voirie par l'entreprise chinoise Kekset sous l'œil de l'Office de voirie et drainage OVD, maître d'ouvrage délégué.
Grâce à ces deux projets, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va léguer à la ville de Mbuji-Mayi plus d'une centaine de kilomètres réhabilités et modernisés, asphaltés ou bétonnés. D'autres artères, dont les travaux de maçonnerie, de pose de la couche de fondation et couche de base, attendent l'imprégnation et la pose de l'enrobé. C'est le cas de l'avenue Kassavubu, 6 km, la boucle Chipia qui prend en compte l'avenue Chipia et l'avenue Chilumba, actuelle CNSS, 900 mètres, et une partie de l'avenue Tatou-Kaninda. À l'issue de ces travaux, la ville de Mbuji-Mayi sera l'une des villes de la République démocratique du Congo dotée d'une voirie urbaine moderne et digne de son nom. En sport, en prévision du match aller comptant pour la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, le sélectionneur des Léopards A, Sébastien Desabres, séjourne à Lubumbashi depuis lundi afin de mieux aborder ce match prévu le 24 mars prochain. Commentaire. Les préparatifs ont déjà débuté du côté des Léopards pour la préparation de la double confrontation RDC-Mauritanie prévue le 24 et 28 mars prochain. Dans l'idée de mieux aborder le match aller qui aura lieu à Lubumbashi, le sélectionneur national et manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabres, a quitté Kinshasa hier lundi pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le programme officiel de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo n'ayant pas encore été dévoilé. Cependant, quelques sources annoncent l'arrivée des autres membres du staff technique et certains joueurs à Lubumbashi d'ici la fin de la semaine. Par ailleurs, le gros de l'effectif des joueurs est attendu au début de la semaine prochaine. Ici est de noter que cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie est prévue le 24 et le 28 mars 2023, match qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023 n'est prévu en 2024. Signalons que les Léopards occupent la dernière position dans leur groupe avec 0 points car ils ont perdu leurs 2 sorties contre le Gabon à Kinshasa par un score de 0-1 et contre le Soudan à Khartoum sur la note de 2-1. Pour finir, le boxeur Carlos Takam a annoncé son envie de combattre contre le Congolais Martin Bakolé dans un futur proche au stade Tata Raphaël de la Kétule à Kinshasa. Commentaire. Le boxeur franco-camerounais Carlos Takam a déclaré qu'il voulait boxer avec le Congolais Martin Bakolé dans les prochains jours au stade Tata Raphaël de la Kétule à Kinshasa. Reçu à l'émission Talent d'Afrique, le pugiliste de 42 ans a annoncé être prêt à affronter le boxeur congolais de 29 ans sur le sol africain après avoir battu le franco-congolais Tony Yoka le week-end dernier au Zénith de Paris. Il a aussi indiqué que depuis qu'il est devenu boxeur professionnel, il n'a jamais livré un combat en Afrique et il aimerait que ça soit face à Martin Bakolé de la République démocratique du Congo. Il a ajouté qu'il avait pris connaissance de l'histoire du stade Tata Raphaël en rénovation en se référant au combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Il compte le faire l'année prochaine pour commémorer le 50e anniversaire de ce combat, dit combat du siècle. Rappelons que Martin Bakolé a affligé à Tony Yoka sa première défaite en professionnel le 14 mai dernier à Bercy par décision partagée. Il compte à son actif 18 victoires et 1 défaite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec un réel attention. L'invité du journal de ce soir est le directeur pays de l'ONG Enfants à venir, Maître Pierre Bibombe, qui aborde dans un entretien exclusif avec Henri Nguindou la problématique de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, faisant ainsi suite à sa mission de consultation des autorités diplomatiques et partenaires dans la capitale congolaise. Bonne suite de programme sur la télé numérique C24+.